Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Le président de la République a pris part donc à la cérémonie d'ouverture des travaux de la 74e session de l'Assemblée générale à New York. Et en Grande-Bretagne, Boris Johnson est attendu de pied ferme au Parlement britannique. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a participé donc aux travaux de la 74e Assemblée générale des Nations unies qui s'est tenue à New York. La suite avec Fardis Hussein. Le président de la République a pris part à New York à la cérémonie inaugurale de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Inaugurée par le secrétaire général Antonio Guterres, cette session dont l'ordre de la journée tourne autour des sujets relatifs aux objectifs de développement durable. Aussi aujourd'hui, l'Assemblée générale des Nations unies organise une réunion de haut niveau sur le développement durable des Nations unies. Ce jeudi, l'Assemblée générale des Nations unies tiendra un dialogue sur le financement du développement ainsi qu'une réunion de haut niveau sur l'élimination des armes nucléaires. Vendredi, il sera question d'une réunion de haut niveau consacrée à l'examen des projets accomplis, dont le traitement des priorités des petits États insulaires en développement grâce à la mise en œuvre du processus des modes d'action accélérés. Et le président égyptien et président également en exercice de la Commission de l'Union africaine, Abdel Fattah al-Sisi, a entamé hier soir un difficile exercice de médiation entre Djibouti et le Kenya, deux pays de la région qui convoitent le siège de membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations unies. Après presque une heure d'un tête-à-tête entre les trois chefs d'État, la décision est tombée et on s'y attendait un peu. Aucun compris ni consensus ne s'est dégagé malgré les bonnes volontés du président égyptien. Et sur ce, le président en exercice de l'Union africaine, Abdel Fattah al-Sisi, a appelé donc les dirigeants djiboutiens et kenyans à faire preuve donc de fair play. Et en marge donc des travaux de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rencontré son homologue rwandais, Paul Kagame, avec lequel il a eu un tête-à-tête. Les deux dirigeants ont entamé des discussions relatives à la coopération entre les deux pays, ainsi que les voies et moyens de les raffermir davantage. Entre le président Guelleh et Paul Kagame, il a été question aussi du vote pour Djibouti au siège de membres non permanents au Conseil de sécurité des Nations unies. Djibouti n'est pas seul à vouloir ce siège au Conseil de sécurité. Il y a également le Kenya qui mène campagne pour décrocher ce fameux siège. Et contrairement à notre pays donc, qui bénéficie de l'appui des pays membres de l'OCI et de la Ligue arabe, le Kenya ne bénéficie que de l'appui de l'Union africaine. Et dans ce match très serré, notre pays mène au point donc, mais l'avantage est infime et le vote est secret. En attendant le résultat de ce match, les deux pays se livrent donc une guerre diplomatique sans concession. L'ambassadeur non résident du Sénégal à Djibouti, Baye Mokhtar Diop, a rendu hier une visite de courtoisie au Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, Abdelkader Kamel Mohamed. Le ministre de la Justice et le conseiller du Premier ministre ont participé à cette rencontre. Baye Mokhtar Diop est porteur d'un message personnel du président Macky Sall du Sénégal au président de la République Ismaël Omar Guelleh. Par ailleurs, cette visite a été l'occasion pour l'ambassadeur Diop d'exprimer à son hôte sa disponibilité afin de poser les jalons d'une meilleure collaboration entre les deux pays. Représentant permanent du Sénégal auprès donc de l'Union africaine, Baye Mokhtar Diop est aussi le président du groupe des ambassadeurs francophones. Dans la même lancée donc des visites protocolaires, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a reçu dans le salon d'honneur du Parlement l'ambassadeur de Sa Majesté la Reine de la Grande-Bretagne, le docteur Alistair MacPhail, accompagné pour l'occasion de l'ambassadrice adjointe. Après des propos de remerciement du chef de mission britannique en résidence à Addis Abeba pour la disponibilité et l'hospitalité dont il a bénéficié, le président Ahmed s'est quant à lui penché sur l'excellence des relations bilatérales et à l'issue de l'entretien, le président Ahmed a tenu, comme il est d'usage, à offrir des cadeaux à ses invités.
Également dans l'actualité, le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cher, accompagné du ministre du Commerce, Hassan Mohamed Ibrahim, s'est rendu cette semaine dans la région de l'Unité. À son arrivée, le ministre de l'Intérieur et sa délégation ont été accueillis par le préfet de la région d'Ikil, Aden Darar Moussa, par le président du conseil régional et le chef de détachement de la police de Dikil, le commandant de la zone de la gendarmerie et le chef de corps du régiment interarmé de Dikil. S'en est suivi donc de l'accueil, la réunion du ministre de l'Intérieur avec les autorités civiles et militaires de Dikil dans l'enceinte de la préfecture. Au cours de cet entretien, le préfet de Dikil a briefé le ministre sur la situation et le fonctionnement de la préfecture ainsi que les 3 sous-préfectures sous sa tutelle. À la suite de quoi, la délégation ministérielle conduite par le ministre de l'Intérieur a eu droit à une visite guidée du préfet de la région dans les différents services techniques de la préfecture, dont la menuiserie, la voirie, le garage, l'électricité ou autre encore, où il a pu constater le personnel et les matériels disponibles ainsi que les besoins et doléances nécessaires pour améliorer la productivité des services rendus par la préfecture, tels que le nettoyage des ordures, l'approvisionnement en eau de la population rurale par camion-citerne et l'acheminement d'assistance alimentaire. Au terme de cette visite dans les différents services de la préfecture, le ministre de l'Intérieur a adressé ses vives félicitations au préfet de la région et à l'ensemble de son staff pour n'avoir ménagé aucun effort, non seulement pour l'entretien des biens de l'État, mais aussi pour les efforts dévoués, tant mis pour améliorer et développer les conditions socio-environnementales de la région. Le ministre de l'Intérieur et sa délégation en dernier lieu eut une réunion avec les autorités civiles et coutumières du chef-lieu périphérique de la région d'Iki, notamment sur le maintien durable de l'ordre public et de la paix, la consolidation de l'unité et de la cohésion sociale, chose primordiale pour le vivre ensemble du peuple djiboutien. Le ministre a mis l'accent sur la particularité de la région de l'unité et du rôle qu'elle joue notamment dans la stabilité du pays, d'où il n'a pas manqué d'assurer les chefs coutumiers de l'entière disponibilité de l'État pour leur apporter appui et soutien dans l'exercice de leurs fonctions. Et toujours dans le cadre de cette visite de travail dans la région de Dikil, le ministre de l'Intérieur s'est rendu hier dans la sous-préfecture de As'ila. À son arrivée, le ministre de l'Intérieur a eu droit à un piquet d'honneur dressé par la police. Ensuite, le ministre de l'Intérieur et sa délégation ont été accueillis par le sous-préfet de la région d'Ikil, Moussa Ougouré, et les autorités coutumières de la circonscription de As'ila. La délégation ministérielle conduite par le ministre de l'Intérieur a visité par la suite les bureaux administratifs de la sous-préfecture où elle a pu s'enquérir du fonctionnement et des besoins des services administratifs et de l'État civil. Et après la visite, donc, le ministre de l'Intérieur a tenu une réunion avec les autorités civiles et coutumières de la sous-préfecture de As'ila et de ses périphéries, notamment sur les questions sécuritaires et du maintien de l'ordre public. Le ministre a mis l'accent sur la particularité de la région de l'unité et du rôle qu'elle joue notamment dans la stabilité du pays. Il n'a pas manqué de rassurer les responsables et chefs coutumiers de l'entière disponibilité de l'État pour leur apporter appui et soutien dans l'exercice de leurs fonctions. Les autorités civiles et coutumières ont salué quant à eux la volonté du gouvernement et du gouvernement du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui œuvre d'arrache-pied pour que règne dans notre pays la paix, l'égalité, l'unité et la cohésion sociale. Et au terme de cette réunion, les 2 ministres et les autorités coutumières ont témoigné de leur consolidation, de leur collaboration pour notamment garantir la paix et la sécurité du peuple djiboutien. Santé à présent, le ministre de la Santé, Mohamed Diriye Ouarsama, a tenu donc une réunion de travail avec le nouveau représentant de la Banque mondiale à Djibouti, Boubacar Sidbari, qui était accompagné de plusieurs de ses collaborateurs. Les discussions ont essentiellement porté sur la poursuite de 2 importants projets, à savoir le financement basé sur la performance et la plateforme DHIS2 relative à l'informatisation des statistiques. Dans son intervention, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Diriye, a d'emblée remercié les administrateurs de la Banque mondiale pour leur soutien indéfectible et primordial au développement du système de santé à Djibouti. À ce sujet, le nouveau représentant de la Banque mondiale à Djibouti a réaffirmé la disponibilité de l'Organisation financière mondiale d'accompagner les efforts du gouvernement djiboutien en matière de santé. Le nouveau représentant résident de la Banque mondiale à Djibouti, Boubacar Sidbari, a été reçu par la suite par le ministre de l'Énergie chargé de ressources naturelles, Younis Ali Guedi. Cette réunion a été l'occasion pour les 2 parties de mettre au point les relations de longue date entre le ministère de l'Énergie et la représentation de la Banque mondiale qui n'ont cessé de croître ces dernières années. Le ministre a souhaité la bienvenue au représentant dans ses nouvelles fonctions à Djibouti avant de lui faire un topo sur les projets ou progrès achevés
est en cours entre les deux institutions. Le représentant donc a félicité le ministre ainsi que son département dans l'avancée des activités de lutte contre la précarité énergétique, faisant ainsi allusion au projet d'électrification durable en cours de mise en œuvre dans les zones périphériques de la ville ainsi que dans les principaux chefs-lieux du pays, financé à hauteur de 15 millions de dollars. Le projet consiste à accélérer l'électrification de la population donc à travers l'extension du réseau domestique national aux populations vivant dans les zones périphériques de la ville de Djibouti. Le ministère des Affaires sociales et de solidarité a procédé hier au lancement de la première session de formation de renforcement des capacités des travailleurs sociaux à Djibouti, un élan prometteur, une dynamique susceptible de consolider les compétences et les acquis des travailleurs sociaux du ministère qui œuvrent en ce sens dans le social. Il est à noter que cette formation a vu le jour grâce à l'appui financier de l'UNICEF et en partenariat avec l'Institut national du travail et des études sociales de Tunis. Cette formation de 12 modules vise à permettre aux travailleurs sociaux d'acquérir de nouvelles compétences dans le domaine du travail social, notamment les techniques d'accueil et de la communication, les méthodes et les approche du service social dans le cadre de l'intervention auprès des catégories vulnérables, notamment les enfants. Cette formation se réalise grâce à un accord de coopération qui a été conclu entre MAS et le ministère des Affaires sociales de la Tunisie à travers l'Institut tunisien de travailleurs sociaux. Il reste cependant important que le pays se dote d'un cadre législatif qui permettra d'encadrer la harmonisation et la professionnalisation du travail social et développer une politique de régulation de la profession des travailleurs sociaux. Nous sommes convaincus que vos efforts continuent en faveur de cette professionnalisation des travailleurs sociaux à Djibouti aboutiront à la mise en place d'un environnement favorable pour le développement de cette coopération. Cette session de formation donc s'est ouverte également en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, qui s'est félicité donc de l'organisation de ce module de formation. On l'écoute. Nous sommes là pour renforcer à travers les mots le rôle qui vous sont dévolus. J'attache une importance particulière à cette formation parce que vous êtes perçus en tant que travailleurs sociaux. Alors quand on parle de travailleurs sociaux, votre rôle se résume à distribuer des sacs de riz, à distribuer quelques matériels et dire au revoir par la suite. Je pense qu'à travers cette formation, vous avez un rôle multidimensionnel et multisectoriel. Multisectoriel dans le sens que vous êtes non seulement au front à l'écoute, mais également vous avez besoin de formation, de droit, de psychologie, d'éducation, de santé, ce qui vous donne vraiment un rôle, je dirais, pour répondre au mieux, de façon juste, devant les besoins des gens qui sont devant vous. Et souvent, vous êtes devant des gens démunis, pauvres, qui ont besoin que quelqu'un leur trouve des solutions à leurs problèmes. Et vous êtes les premiers sur le front, parfois difficilement, parce que vous ne pouvez pas répondre à tous les besoins. Mais j'espère, en tout cas, et je suis convaincu que cette formation avec nos amis tunisiens vous donneront les outils pour être préparés à confronter, je dirais, cette situation souvent difficile. Et la ministre des Affaires sociales et de solidarité, Mouna Ousmane Aden, n'a pas manqué, quant à elle, de souligner l'importance que revêt cette formation pour ces travailleurs sociaux. Il est un plaisir pour moi aujourd'hui de donner ce coup d'envoi à cette première session de formation. Je voudrais à cette occasion cependant exprimer mes sincères remerciements réels à mon collègue et ami Dr Nabil, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de nous avoir permis de pouvoir exercer ou bien donner cette formation au sein de cette institution, mais également de nous accompagner dans l'ensemble des renforcements des capacités de nos personnels, que ce soit travailleurs sociaux, mais également d'autres agents qui peuvent travailler au niveau du ministère des Affaires sociales. Pour le moment, nous procédons à la formation et perfectionnement de nos jeunes qui vont constituer les pionniers du service social à Djibouti. Cette formation a été rendue possible grâce à l'appui de l'UNICEF qui n'a cessé de nous accompagner dans cette démarche et nous a permis de nouer des liens fructueux de coopération avec l'Institut du travail et des études sociales
de Tunis, dont les formateurs ici présents ont la charge de dispenser une formation de haut niveau, mais adaptée à nos réalités sociales. Je vous adresse donc mes remerciements sincères, Madame la représentante de l'UNICEF, ainsi qu'à votre équipe compétente, en espérant que votre engagement à nos côtés permettra à Djibouti de construire une configuration moderne, efficace du travail social. Autre nouvelle du pays, la ministre des Affaires sociales et de solidarité, Mouna Ousmane Adan, a reçu hier Erika Jorgensen, directrice régionale du Programme alimentaire mondial, pour une visite de courtoisie. Lors de cette rencontre, la directrice régionale du PAM a été accompagnée de Mutunta Shimuka, représentante résidente du PAM à Djibouti. La ministre a félicité le PAM pour les efforts réalisés à Djibouti. Les discussions ont porté entre autres sur les travaux effectués dans le cadre de la protection sociale, notamment le programme de transfert monétaire ainsi que le renforcement de la collaboration. Et enfin, la ministre a garanti que le gouvernement djiboutien va toujours soutenir les actions du PAM. La représentante se rendra également dans les guichets sociaux à la rencontre des travailleurs sociaux et des communautés locales. La Commission nationale des droits de l'homme, en collaboration avec le ministère de la Justice et le système des Nations Unies à Djibouti, a organisé un atelier portant sur la mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel. Sous l'impulsion du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, beaucoup a déjà été fait et en cours de concrétisation. Et la Commission nationale des droits de l'homme nous rappelle que ce combat incombe donc à tout humain, une lutte de tout instant. Lutte à laquelle s'attelle le chef de l'État et l'ensemble de son gouvernement, dont le ministère de la Justice, qui œuvre au suivi des recommandations du 3e cycle de l'examen périodique universel 2018 par rapport aux ODD, les objectifs de développement durable dans l'agenda 2030. Et les examens périodiques universels que Djibouti a passé l'année passée, il y a eu un travail pour mettre ensemble les recommandations et les objectifs. Donc effectivement, tout le travail que le gouvernement, que la société civile, que le secteur privé, que chacun de nous, tous et toutes, que le système des Nations Unies est en train de faire, fait de quelque manière des contributions à obtenir des solutions pour l'agenda 2030 et les ODD. C'est clair que beaucoup a été fait, c'est clair que beaucoup reste à faire. C'est clair que c'est important qu'on soit tous et toutes ici, parce que ça ne termine pas. À présent, je vous propose de suivre un extrait du discours du président de la CNDH, Souleymane Omar. Après le premier cycle en 2009 et le second cycle en 2013, la République de Djibouti a pour la 3e fois présenté un rapport national devant le Conseil des droits de l'homme le 10 mai 2018 lors du 3e cycle de l'examen universel, l'examen périodique universel. À cette occasion, le Conseil des droits de l'homme a dressé un rapport final dans lequel il a émis des recommandations pour notre pays, à l'instar de tous les pays du monde, pays développés comme pays en voie de développement. Fidèle à son attachement aux droits humains, faut-il rappeler que la Déclaration universelle des droits de l'homme est partie intégrante de notre Constitution et que notre pays est l'un des rares pays à avoir ratifié la quasi-totalité des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, soit 7 sur 9, la République de Djibouti a accepté 177 recommandations. Les objectifs de développement durable, Agenda 2030, comme l'a si bien expliqué Mme Barbara, communément appelés ODD, sont adoptés aussi par les Nations Unies. Ils nous donnent la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour nous tous
sans laisser personne de côté. Au nombre de 17, les ODD comprennent 169 cibles, dont la majeure partie relève de la promotion et de la protection des droits humains. Le nouveau préfet de la région d'Ali Sabié, Moussa Aden Migani, donc, a tenu ce matin dans son bureau une réunion d'information et de concertation avec les différents services déconcentrés de la région d'Ali Sabié. Le président du conseil régional a pris part également à cette assise avec le nouveau préfet de la région. Au cours de cette rencontre, chaque responsable donc, a fait un bref rappel de ses missions respectives et fait également un exposé de l'état des lieux de son service. Et nous restons à Ali Sabié où la salle de conférence du conseil régional donc, a abrité hier un événement historique et inédit. En effet, sous l'égide du nouveau préfet de la région d'Ali Sabié et du président du conseil régional a eu lieu la cérémonie de parrainage de 100 collégiens du collège d'enseignement moyen d'Ali Sabié. La représentante de cette diaspora, donc Aïcha Waberi Assoué, a informé que ces élèves seront parrainés concernant notamment les manuels, les frais de scolarité, les uniformes et les fournitures scolaires, et ce jusqu'à l'université. Et c'est effectivement évoluera jusqu'à 500 élèves à la rentrée prochaine. Et le préfet de la région a félicité la diaspora Assadiogo pour ce geste généreux et fraternel pour aider leurs frères et sœurs de la région. Et après le sud, direction le nord du pays, notamment à Tadjoura, où une forte tempête accompagnée de pluies diluviennes s'est abattue sur la localité de Bouya et a ravagé tout sur son passage. On déplore d'énormes dégâts, étant donné que la majeure partie des habitations ont été dévastées complètement, y compris la nouvelle école primaire. En effet, la commission composée de sous-préfets de Doura et de représentants de l'éducation nationale s'est rendue naturellement sur les lieux pour constater l'étendue des dommages commis par cette tempête qui a réellement frappé fort le petit village du secteur. Ainsi, il a été rapporté que la belle école primaire construite en 2018 qui accueillait 223 élèves encadrés par 5 enseignants a été complètement anéantie. L'école du secteur donc a tout perdu, la toiture, des toilettes, la véranda, les panneaux solaires restent totalement hors d'usage. Enfin, il est à retenir que la tempête saisonnière a commis des dégâts considérables sans toutefois causer des victimes. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Boris Johnson, le Premier ministre britannique, est attendu de pied ferme au Parlement britannique. La suite dans ce commentaire de Fardous Hussein. Tous les regards sont de nouveau tournés vers le Parlement britannique aujourd'hui après la décision de la Cour suprême d'annuler la suspension du Parlement décidée par Boris Johnson. Députés et Lords vont donc rapidement reprendre les travaux interrompus le 10 septembre dernier. Quant au Premier ministre, il devrait quitter New York dans la nuit pour rejoindre Londres après son discours à l'ONU. Il pourrait se rendre dans la foulée à la Chambre des communes. Réunis en congrès à Britain, les travaillistes attendent à pied ferme le retour du Premier ministre conservateur dont la démission a été demandée. Pour Stephen Kinnock, député travailliste, le Premier ministre devrait s'excuser auprès du peuple britannique. Il devrait s'excuser auprès de la reine, il devrait revenir de New York par le prochain avion. Il devrait venir au Parlement et faire une déclaration sur la suite des événements. Plusieurs scénarios sont désormais sur la table. Et enfin, en Grèce, on s'y attendait. Une première grève a été organisée contre le Premier ministre Mitsotakis. Fardous Hussein nous en dit plus. Le gouvernement conservateur du Premier ministre Mitsotakis s'est fait face à sa première fronde sociale depuis sa constitution après le scrutin de juillet dernier. Le projet de réforme du marché du travail est contesté par l'opposition et les syndicats qui ont appelé à une grève générale. Hier à Athènes, en dehors d'une manifestation, les transports publics étaient fortement perturbés, ainsi que les hôpitaux, les écoles et les tribunaux. La réforme prévoit notamment de supprimer les conventions collectives et de renforcer les obligations avant d'enclencher une grève. C'est tout pour ce journal. Merci pour votre très aimable attention et excellente soirée sur Télé Djibouti.